Y a-t-il encore une justice dans ce pays ? Depuis 2017, les lois se sont succédé. Immigration, sécurité globale, contre le séparatisme, etc., etc. Pour quel résultat ? Que sont devenues nos libertés individuelles et collectives ? De plus en plus, depuis les manifestations contre la loi de travail, la police est partout. Elle l'était déjà dans les quartiers populaires, on lui savait déjà un fonctionnement plus ou moins raciste. Elle investit désormais les mouvements sociaux, matraque, éborgne, interpelle sommairement et parfois avec violence. Pas besoin d'essayer d'obtenir justice, vous n'en aurez pas. La police peut agir comme elle le souhaite. Elle sera couverte par la hiérarchie, défendue médiatiquement par le duo Gérald Darmanin-Laurent Nunez. L'IGPN classera le dossier. Police partout, justice nulle part. C'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions Massot, fruit d'une enquête menée par Anne-Sophie Simpere, spécialiste des violences policières. C'est pour nous confier les dessous de cette enquête qu'Anne-Sophie est avec moi sur ce plateau. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, dès le début de l'ouvrage, dans l'introduction, vous posez la question vous-même, quelque part, sous forme de problématique. Vous dites « Les violences illégales commises par la police sont-elles condamnées par la justice ?» Votre constat d'absence donc de justice est mis en parallèle à une omniprésence, à une explosion des violences policières dans les quartiers, on le savait, mais surtout dans les manifestations. Oui, tout à fait. Alors en fait, je commence par dire que la question est posée, mais qu'on ne peut pas la mesurer précisément. Parce que aujourd'hui, le gouvernement ne donne pas de chiffres précis et exhaustifs, ni sur les violences, ni sur les condamnations. Par contre, le peu d'informations qu'on a indique qu'il y a énormément de violences policières et qu'il y a très peu de sanctions en cas de violence illégale. Et effectivement, si on applique cette séparation entre les violences dans les quartiers populaires et les violences dans les manifestations, on peut dire que dans les quartiers populaires, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça. Les violences policières ont toujours existé. Ce qui a pu changer, c'est l'utilisation de certaines armes, notamment le flashball qui a été d'abord introduit dans les banlieues avant d'arriver dans les manifestations. Donc ça, évidemment, dans les banlieues, ça a aussi amené à différents types de blessures. En revanche, côté maintien de l'ordre, il y a eu une évolution, notamment à partir des manifestations autour de la loi travail en 2016, où on a eu pour la première fois des blessés extrêmement graves de type mutilation. Alors, il y en avait déjà eu très ponctuellement avant, mais on va dire que ça s'est vraiment tendu à partir de 2016, parce qu'il y a eu des changements de doctrine, notamment sur le fait que la police est davantage allée au contact, a utilisé des armes mutilantes de manière plus systématique. Puis évidemment, ça a atteint son apogée avec les Gilets jaunes. Ensuite, la question des violences policières, et j'y reviens tout le long de l'ouvrage, elle ne se limite pas aux manifestations, elle existe depuis longtemps dans les quartiers populaires et aussi dans d'autres endroits qu'on regarde moins, notamment aux frontières. Elle s'exerce très fortement contre les personnes migrantes, mais ça va être également le cas dans les free parties, où il y a eu une augmentation des violences policières, ce qui est dénoncé par les participants, mais qui porte très peu plainte, donc c'est très peu documenté. Donc sur tout un tas de populations, ça va s'exercer, et ce n'est pas toujours aussi visible que dans les manifestations. En plus, les sources qu'on a, elles sont essentiellement journalistiques. C'est par exemple l'époque où il y avait le hashtag Place Beauvau de David Dufresne. On a quand même réussi à recenser, par exemple pour les Gilets jaunes, on a réussi quand même un petit peu à recenser des centaines de blessés, un mort. On est plutôt sur des milliers de blessés. Ouais. Une trentaine de personnes mutilées, Zineb Redouane qui est décédé. Donc voilà, ensuite, effectivement, il n'y a pas de recensement exhaustif de la part des pouvoirs publics, avec une méthodologie qui serait transparente. De temps en temps, le ministère de l'Intérieur va donner des chiffres. Il me semble qu'au bout d'un an de manifestation des Gilets jaunes, ils avaient donné un chiffre de 2500 blessés. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, ce sont des remontées de terrain qui ne sont pas systématiques. Par ailleurs, au moment des Gilets jaunes particulièrement, il y a une partie des Gilets jaunes qui n'a pas dit qu'il avait été blessé en manifestation parce qu'il y avait cette peur d'être fiché dans les hôpitaux, donc ça a créé des craintes. Donc en fait, il n'y a pas de visibilité sur ce qui se passe. Ce qu'on voit le plus, évidemment, ce sont les personnes décédées ou les personnes mutilées, même si, côté personnes mutilées, on se rend compte a posteriori qu'il y en a qui n'ont pas été identifiées. Je pense notamment à un jeune homme qui avait été blessé lors d'une manifestation dans le tribunal pour Adama Traoré. Lui, il a un peu disparu des radars après un moment. Alors, évidemment, une fois passées ces violences policières, il y a forcément des dépôts de plainte. On demande que la justice puisse réparer une partie du préjudice subi. Et des fois, les préjudices en plus sont graves, parce que quand on perd un œil, une main, c'est toute notre vie sociale qui est détruite. Mais comment pourrait-il y avoir ne serait-ce qu'une justice, puisque c'est le titre de votre ouvrage, police partout, justice nulle part.
Si la police fait déjà l'objet d'une sorte de justice d'exception avec l'existence de l'IGPN. Alors, je ne parlerai pas de justice d'exception. En fait, ce qui est très particulier à la police, c'est que la police, c'est un maillon de la chaîne judiciaire. Dans n'importe quelle affaire de crime ou de délit, quand la justice s'empare d'une affaire, ce sont des policiers qui vont mener les enquêtes, rédiger les procès-verbaux, si c'est pour un cambriolage ou une affaire d'agression qui n'implique pas un policier. Mais la difficulté, c'est quand le mis en cause est lui aussi policier, parce que de fait, ce sont des collègues qui vont enquêter sur lui. Et vous parlez de l'IGPN ou de l'IGGN pour la gendarmerie, mais en fait, la grande majorité des affaires ne font même pas l'objet d'enquête par l'IGGN ou l'IGPN, mais par des cellules de déontologie qui sont en fait des collègues directs des personnes accusées. Et du coup, il y a un conflit d'intérêts, il y a une situation schizophrénique dès le départ. Alors, justement parce qu'ils sont dans le circuit de la justice ordinaire, mais d'une justice à laquelle ils participent au quotidien. Et ensuite, les enquêtes sont menées d'abord par des procureurs, et les procureurs travaillent tous les jours avec des policiers. Je me rappelle, j'en parle dans le livre, d'un ancien procureur qui me racontait qu'un jour, il a vu arriver un dossier de violence policière où le mis en cause, c'était son enquêteur sur un dossier de stup. Donc, de fait, il est dans une situation un peu difficile puisqu'il travaille avec la personne mise en cause. C'est moins le cas pour les juges d'instruction, même si eux-mêmes sont régulièrement en contact avec des enquêteurs et qui peuvent être un peu réticents à aller enquêter sur la police. Il y a une forte solidarité entre les policiers qui se sentent comme un corps mal aimé, qui n'ont pas envie d'être mis en cause et de s'accuser les uns les autres et qui du coup vont vraiment traîner des pieds sur ce type d'affaires. Alors évidemment, tout ça après, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous décrivez un petit peu le parcours judiciaire qui part justement du dépôt de plainte. Voilà, on a subi une violence policière soit à côté de chez nous, soit en manifestation. Ensuite, il y a le dépôt de plainte, et ça va, vous décrivez le processus jusqu'au procès. Mais le problème, c'est que même obtenir le procès, c'est le parcours du combattant, si on vous comprend bien. C'est extrêmement difficile. En fait, moi, je voulais montrer tout ce qu'on ne voit pas après les images de violences policières. Parce que souvent, les violences policières, on en parle quand il y a eu des images et qu'elles ont été relayées sur les réseaux sociaux et ça a fait l'objet d'un scandale et éventuellement des médias vont s'en emparer. Et ensuite, et d'ailleurs, souvent, les autorités se défendent comme ça en disant c'est entre les mains de la justice, laissez faire. Et là, c'est une espèce de grand trou noir parce que la justice est extrêmement longue pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce type d'affaires, parce que la justice manque très largement de moyens en France, mais aussi parce qu'il n'y a aucune politique pénale qui pousse les magistrats à être particulièrement diligents sur ce type d'affaires. Jamais il y a une instruction du ministère de la Justice qui dit qu'il faut faire preuve de fermeté et de célérité sur les cas de violence policière parce qu'on ne veut pas tolérer des policiers violents dans nos rangs. Donc en fait, c'est le genre de dossier qui va facilement traîner. Et par exemple, je parlais d'Zineb Redouane tout à l'heure. Elle est morte en décembre 2018. Il n'y a toujours pas eu de procès. Donc ça fait 5 ans que le dossier traîne sur un bureau de juge d'instruction. Il y a rarement des policiers détenus ou pour de très courtes périodes. Donc en fait, on fait des dossiers qui ne sont pas prioritaires. Donc effectivement, ça traîne très longtemps. Et par ailleurs, à cause de ces conflits d'intérêts et de cette réticence de la justice à s'emparer de ce type d'affaires, il y a énorme, et aussi à cause du fait que les enquêtes sont menées par des collègues des mis en cause, il y a un taux extrêmement élevé de classement sans suite. Donc c'est un parcours du combattant parce que les victimes, si elles veulent obtenir justice, doivent sans cesse se battre pour relancer l'affaire. Et puis à un moment, ça n'est plus possible de le faire. Et donc c'est pour ça qu'en fait, obtenir un procès, c'est pour beaucoup déjà une victoire en soi. C'est un parcours évidemment du combattant au sens psychologique du terme, si on peut dire, mais aussi évidemment financier, parce que pour la victime, c'est payer des frais. Oui, il y a des frais d'avocat. Qui là-dessus socialement. C'est extrêmement. Il y a les frais d'avocat, il y a des frais d'huissier dans certains cas, il y a des frais de déplacement. Et puis, en fait, on parle de personnes, et notamment des personnes qui ont pu être très gravement blessées ou de familles de personnes décédées qui peuvent se retrouver en très grande difficulté financière. Je pense à des personnes mutilées ou qui ont été complètement traumatisées par leurs blessures, qui ont arrêté leurs études ou qui ont arrêté de travailler, qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles leur manque une main, ou des personnes qui, de toute façon, ont des soins en permanence. Il y a aussi le coût des soins qui va se rajouter. Ça, c'est vraiment une grosse difficulté. Et je pense notamment aux mutilés, pour l'exemple, qui lancent régulièrement des cagnottes pour les aider au financement des soins, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées sur le niveau dentaire, ou par exemple, je pense à Vanessa qui a pris un tir de LBD dans la tête, qui doit aller faire des cures, qui sont remboursées par la sécurité sociale, mais le transport ou le logement ne vont pas l'être. Donc voilà, elle se retrouve dans des situations de précarité assez compliquées, tout en devant mener une bataille judiciaire. C'est vrai que moralement, c'est difficile pour suivre
pas mal de cas et de dossiers, je vois comment les gens peuvent passer de l'enthousiasme au désespoir. Et les avocats en particulier disent qu'ils ont des clients qui sont très fragilisés parce qu'ils trouvent ça tellement injuste. C'est-à-dire qu'on est déjà victime de violence et ensuite on doit se battre pour obtenir justice. Et par ailleurs, ce que je décris aussi, c'est qu'on se bat dans un système où, que ce soit face à la justice ou face aux médias, et face aux politiques en particulier aussi, on est toujours présenté comme un peu coupable quelque part. Si on a été blessé en manifestation, c'est peut-être qu'on faisait quelque chose de mal. Si on a été blessé par la police, c'est peut-être qu'on a quelque chose à se reprocher. Et c'est aussi très difficile de devoir se battre pour faire reconnaître son statut de victime. Ouais. Vous dites aussi tout au long de l'ouvrage que finalement la solution évidemment est politique et elle résulte de choix politiques. On se doute que depuis Bernard Cazeneuve, compris Gérard Collomb, Christophe Castaner, Gérald Darmanin, agissent au nom de cette doctrine. Puisque Bernard Cazeneuve, par exemple, on oublie que c'est lui en 2007 qui a fait voter en tout cas le projet de loi pour réformer, par exemple, l'utilisation des armes à feu en cas de refus d'obtempérer. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aussi l'augmentation du nombre d'usages d'armes à feu par les policiers en cas de refus d'obtempérer. Bon, je cite ça en exemple, mais juste pour dire que voilà, en fait, venant de ces gens-là, on n'aura pas ce choix politique-là. Alors, sur la question de la justice face aux violences policières, ce serait au ministère de la Justice de se saisir de cette question. Et par exemple, on pourrait imaginer qu'un ministre de la Justice décide de passer des instructions à ses procureurs en disant que sur ce type de délit ou de crime, il faut le faire passer en dossier prioritaire. C'est une priorité de la politique pénale. Évidemment, ça n'est pas du tout le cas. J'ai cherché, il y a une fois dans une instruction de 2016 où j'ai trouvé une mention des violences commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique. Mais encore une fois, c'est pas un appel à être diligent, c'est un appel à bien orienter les dossiers. Quand on compare par rapport au nombre d'instructions envoyées pour bien rappeler comment sanctionner les manifestants qui commettent des violences, on voit bien que la priorité de la politique pénale, elle n'est pas sur les violences commises par les policiers, mais sur les violences commises sur les policiers ou sur les biens pendant les manifestations. Donc ce serait plutôt de ce côté-là que ça pourrait se jouer. Mais évidemment, si on commençait à réellement sanctionner les policiers qui commettent des violences illégales, ça mettrait en cause tout ce qui est doctrine du maintien de l'ordre ou mission donnée à la police, donc toute la politique du ministère de l'Intérieur. Puisque s'il y a autant de violences policières, alors bien sûr, il peut y avoir des policiers... des fous furieux qui ne savent pas se contrôler et qui commettent des violences illégales. Mais c'est quand même très largement lié aux stratégies de maintien de l'ordre ou aux missions qu'on va leur donner, notamment à la culture du chiffre, donc le fait de ramener toujours plus d'interpellés, donc de multiplier les contrôles d'identité et des contrôles qui sont souvent basés sur aucun délit concret. En fait, le délit est créé pendant le contrôle d'identité. Il va y avoir un outrage, une rébellion. Et donc, si les policiers sont mis dans ces situations, on augmente le risque de violence policière. Si les policiers étaient sanctionnés pour ça, peut-être qu'ils se retourneraient un peu contre le ministre de l'Intérieur, puisqu'effectivement, on les met dans des situations où il y a quand même de grandes chances que ça se passe comme ça. Est-ce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'IGPN et de l'IGGN, vous suggérez de le réformer, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas plutôt l'abolir ou complètement changer de façon de mener la procédure qui pourra peut-être être plus efficace, justement, pour arriver à une condamnation des policiers mis en cause ? Alors l'IGPN peut être efficace sur d'autres types d'enquêtes internes, pour aller sur des policiers ripoux, pour des cas de corruption. Ça, c'est des dossiers qui les intéressent davantage, j'ai l'impression, avec lesquels ils sont plus à l'aise. En revanche, effectivement, sur les questions de violence policière, et c'est le cas dans d'autres pays, il faudrait absolument un organe d'enquête qui soit plus indépendant. On peut imaginer qu'il y ait des policiers dedans, mais qu'il y ait aussi des juristes, des personnalités de la société civile. Prenez le cas du Royaume-Uni comme exemple. Voilà, en Suède, au Royaume-Uni, dans des États aux États-Unis, il y a d'autres systèmes qui sont possibles. Il n'y a pas un système qui est parfait, mais en tout cas, le fait d'avoir autre chose que des policiers dans les mécanismes d'enquête, ça aide à garantir davantage d'indépendance. C'est aussi mieux pour les victimes quand elles vont témoigner, par exemple, de ne pas se retrouver face à des policiers, de ne pas se retrouver dans le bâtiment où travaillent les policiers qui les ont agressés. Donc déjà, séparer l'unité d'enquête, ce serait un très bon début. Ouais, et puis pour qu'ils mènent aussi l'enquête ensemble, parce que si c'est les policiers qui mènent l'enquête, ça peut amener évidemment à d'autres, toujours aux mêmes dérives. Par exemple, les policiers pourraient bâcler l'enquête pour ensuite, au
aux collègues, si je puis dire, de ce nouvel organe, admettons qu'il ait un autre nom, ça ne Oui, mènera à rien non plus. Il ne faut pas qu'il y ait que des policiers. C'est évident Ouais. que en fait, demander à des policiers d'enquêter sur des policiers, on les met dans une situation schizophrénique. Il y a un esprit de corps qui est très fort dans la police. Donc, ils ne sont pas du tout à l'aise avec ces enquêtes. On va dire qu'au mieux, ils ne sont pas à l'aise et ils vont traîner des pieds. Au pire, ils vont volontairement bâcler. Et par ailleurs, évidemment qu'ils vont avoir beaucoup plus d'empathie pour le policier, puisque eux se reconnaissent dans le métier qu'il fait et ils vont avoir une forme de défiance par rapport à la victime. Donc, bien évidemment, ils sont pas du tout dans une position d'enquêter correctement sur les violences subies par la victime. Mais durant les audiences aussi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'empathie. Ils ont une empathie plus franche pour le policier que pour la personne qui a subi des violences policières. Je sais pas si on regarde par exemple les comparaisons immédiates des Gilets jaunes, où on voyait très bien, des fois juste parce que le gars avait un truc un peu louche dans son sac, parce que pour un caillou ou pour un truc comme ça, genre, les manifestants qui étaient mis en cause et qui passaient à l'audience s'en prenaient plein la gueule, si je peux me permettre l'expression. Le policier, par contre, en fait, il n'y avait que ça, tout était basé sur sa version uniquement. Vous parlez des magistrats et de l'empathie qu'ils peuvent avoir. Oui, donc du coup, là, du côté judiciaire, du côté justement de ceux qui font de la justice, qui ont l'air des fois, parfois, eux aussi, de faire corps avec la version policière. Mais en fait, alors, dans le cas de l'IGPN, la proximité avec les policiers, elle est évidente puisque ce sont des policiers. Mais les magistrats, ils travaillent au quotidien avec des policiers. Quand vous êtes procureur, vos enquêtes, vous les faites mener par des policiers. Quand vous êtes juge d'instruction, alors c'est moins des policiers de terrain, mais vous avez aussi des enquêteurs policiers. Donc bien évidemment que les magistrats, ils connaissent mieux le corps de la police que les personnes, les individus qui ne sont pas policiers, qui arrivent devant la cour. Par ailleurs, c'est vrai que... quand il y a des procès de policiers, donc ce qui est déjà assez rare, généralement, il y a un fort soutien de leurs collègues, donc ils vont être dans la salle et qui sont, eux, très à l'aise dans la salle, puisque, par exemple, ils peuvent connaître les policiers qui sont de garde dans le tribunal. Et ça peut être très difficile, même pour un procureur, de requérir contre un policier, parce qu'ensuite, il se retrouve, quand il retourne travailler, il retravaille avec des policiers. Donc on est vraiment dans une situation de conflit d'intérêts ou de schizophrénie très difficile de la justice quand le mis en cause est en fait son collaborateur du quotidien. Ouais, de pression même peut-être aussi, parce qu'il y a peut-être une concurrence entre les deux corps qui sont, le corps judiciaire et le corps policier, qu'on voit peut-être pas. En tout cas, c'est sûr que pour un magistrat, alors déjà qu'il y a quand même de gros problèmes de moyens dans la justice, il y a un gros manque d'enquêteurs. S'il se met des policiers à dos, ça peut être compliqué pour travailler. Parce qu'en fait, il a besoin des policiers pour faire des actes d'enquête. C'est aussi difficile pour un magistrat de se dire qu'un policier a menti. Parce qu'en fait, tout le travail du magistrat dans tous les autres domaines, il est basé sur des procès-verbaux de policiers. Donc forcément, c'est deux milieux qui sont extrêmement proches. Et si on ne reconnaît pas cette proximité, on ne comprend pas ce qui se passe effectivement dans les tribunaux et tout au long de l'enquête. Mais ils ne sont pas du tout dans une situation où ils peuvent juger avec détachement des policiers. Alors il y a des solutions qui existent, déjà dépayser les affaires, faire en sorte que... ne soit pas jugée dans le ressort où travaille le policier mis en cause, ça peut aider. D'ailleurs, il y avait eu des propositions pour dépayser systématiquement les affaires. Évidemment, encore une fois, un mécanisme d'enquête indépendant qui ne soit pas uniquement composé de policiers, c'est quelque chose qui aiderait énormément. Ouais. Y a un autre point, d'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure pendant l'entretien, c'est justement le fait qu'on dispose de très peu de chiffres officiels sur les violences policières, sur... La transparence, ce serait aussi un bon moyen d'aider un petit peu aux procédures lorsqu'un policier est mis en cause. En général, quand il y a un problème de politique publique, la première étape qui est assez utile, c'est la transparence. Comme ça, on permet de mesurer le problème. Et par ailleurs, en plus, on peut se fixer des objectifs pour le résoudre. Si on se dit, en fait, il y a trop de cas de violence illégale de la police en France, il faudrait savoir exactement combien il y en a et puis qu'on puisse évaluer comment ça évolue. Et il y a beaucoup d'organisations internationales, Comité contre la torture notamment, qui régulièrement rappellent à la France qu'il faudrait de la transparence sur les cas d'usage illégal de la force par des forces de l'ordre. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Très ponctuellement, on a des chiffres et sinon, c'est effectivement largement le fruit de travail de journalistes ou de chercheurs indépendants, mais toujours sur des petites périodes ou sur certains mouvements. En fait, ce qui manque, est-ce que ce serait pas plutôt quelqu'un qui pourrait compiler? Parce que par exemple, pour une manifestation, on a souvent les chiffres de combien il y a eu d'interpellations, combien il y a eu de blessés, combien... par exemple, à Sainte-Soline, on sait qu'il y a eu 2000 grenades de tirées. On peut les avoir, les statistiques. Parfois, ces statistiques sortent pour une seule manifestation. Est-ce que si on avait quelqu'un, soit au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur, qui pouvait compiler toutes ces statistiques,
sur l'ensemble des manifestations, etc., les archiver, voilà, ensuite pouvoir en avoir des données et donc ensuite pouvoir les analyser. Est-ce que ce serait pas aussi intéressant d'avoir ça? Alors oui, ce serait intéressant. Ensuite, d'une part, il faudrait qu'il y ait une méthodologie qui soit unifiée, qu'on sache comment les chiffres sont calculés, qu'il faudrait que ce soit transparent. Et par ailleurs, il n'y a pas que les manifestations. Et ça, c'est un énorme enjeu aussi, et j'en parle à la fin de mon livre. C'est vrai que je parle beaucoup de manifestations, mais parce que c'est vrai que même toi, dans ton livre, tu expliques un petit peu que depuis leur travail, ça a explosé dans les manifestations. En tout cas, ça a explosé dans les manifestations, ça a attiré l'attention sur le problème. Mais ensuite, il y a aussi un truc, et j'en parle, c'est que je parle du parcours judiciaire, mais je pense qu'il y a une très, très grande partie des victimes de violences policières qui s'arrêtent avant la première étape, avant la plainte. Je parlais des violences contre les migrants, par exemple. Il y a une immense majorité des migrants victimes de violences policières qui ne vont pas porter plainte. Effectivement, à Calais, à Briançon, en fait, c'est des lieux qui sont assez éloignés. Donc, du coup, c'est difficile d'avoir des images. Par ailleurs, c'est des personnes qui sont en transit, qui vont pas forcément bien maîtriser le français, qui ont déjà vécu énormément de violences, donc qui, de toute façon, ont intégré le fait qu'elles vivent des violences, qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat, de voir un médecin, qui sont en plus à risque si elles rentrent dans un commissariat. Ça, c'est la CIMAD l'a dénoncé récemment que pour des questions même de violence conjugale, les femmes migrantes ne peuvent pas aller porter plainte parce qu'elles risquent en fait d'être retenues ou de se prendre une OQTF. Donc voilà, il y a aussi une part énorme de violence policière qui n'est pas dénoncée. Et puis il y a toutes les violences, je dirais, c'est terrible de dire ça, mais du quotidien. Les petites claques dans les commissariats, dans les cellules de garde à vue, les humiliations, les coups sur certains contrôles. Évidemment que les gens ils vont pas porter plainte pour ça. Et si on fait le parallèle pour les manifestations, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui vont porter plainte parce qu'elles ont subi trop de gaz lacrymogène, alors qu'on pourrait considérer que c'est une violence illégale parce qu'en fait, normalement, il ne doit pas y avoir des jets intensifs de gaz lacrymogène sur une foule pacifique. Mais vu le chemin de croix pour obtenir justice, les gens ne le font pas. Donc en fait, il y a aussi une immense partie des violences policières qui ne sera jamais vue. Qui ne sont même pas dénoncées, du coup. Et pour en revenir à la question des choix politiques, tu l'as évoqué rapidement dans ta réponse précédente, c'est que des ONG parfois ont alerté sur le manque de transparence, mais alertent aussi sur les cas avérés de violences policières. Les ONG, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, même la presse internationale. Pendant la réforme des retraites, on a vu le Washington Post, la presse allemande, britannique, parler des violences policières exercées en manifestation. Et pourtant, il n'y a pas de remise en question. Tout à l'heure, on parlait du cas des migrants et des OQTF. Là, il y a eu cette histoire de cette personne ouzbek qui a été expulsée. La CEDH était contre. Et Darmanin s'est même vanté de ne pas avoir respecté la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on est là avec les... Parce que les institutions, c'est les institutions, mais elles sont aussi déterminées par les hommes qui les font, ces institutions-là. Et là, manifestement, avec les hommes et les femmes auxquels on a affaire au sommet de l'État, et qui font donc les institutions, ça va être difficile d'obtenir ce choix politique, même simplement de reconnaître cette... Oui, de reconnaître ouvertement qu'on ne va pas respecter une décision de la CEDH, ça reste quand même assez nouveau. Mais la France est régulièrement condamnée par la CEDH, que ce soit pour la surpopulation carcérale ou la question des violences policières. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de volonté politique de remettre en cause à la fois les stratégies de maintien de l'ordre, les missions de la police et du coup la question de la justice face aux violences policières. Les alertes, elles existent depuis longtemps. C'est pas seulement ce gouvernement, ce sont aussi les gouvernements précédents. Effectivement, il y a eu parfois des micro-avancées, mais tout de suite des grands reculs. Et donc, en fait, on a l'impression que la question de la police et de ce qu'on fait de la police, c'est un sujet intouchable. Et c'est vrai que après, on peut se poser aussi la question de l'utilisation politique de la police. À la fois, tu parles beaucoup des manifestations, et effectivement, quand il n'y a pas de dialogue social, de fait, qu'est-ce qui reste entre les protestations sociales et le gouvernement? C'est la police. Et pendant la réforme des retraites, il y avait beaucoup de policiers et de CRS qui n'étaient pas très favorables. Je me rappelle, CRS qui m'avait dit on se sent un peu comme le jambon dans le sandwich. Là. Et puis par ailleurs, il y a aussi tout ce qui est utilisation des questions sécuritaires dans le débat public et dans le débat politique, avec quand même beaucoup de mise en avant des questions, des faits divers, etc. Là, on l'a vu avec la loi immigration. En plus, ça va pas. Je suppose qu'en plus que cette loi va
pas arranger les choses. Alors ça va être un autre sujet, mais en tout cas sur la question sécuritaire, on met beaucoup en avant le travail de la police et du coup on ne veut pas remettre en cause ce qu'ils font parce qu'on a beaucoup besoin de la police. Par contre on ne discute pas du tout de toutes les causes sociales qu'il peut y avoir à certains actes de petite délinquance. Et en fait on est sur des gouvernements qui misent énormément sur la sécurité et qui n'ont pas du tout de discours solide sur la question des politiques sociales, des politiques de la ville, des politiques culturelles ou d'éducation. Et donc en fait ils ne vont pas critiquer la police qui est finalement leur atout sur la question sécuritaire qu'ils veulent mettre en avant. Oui, c'est vrai que c'est pas que ce gouvernement-là. D'ailleurs, tout à l'heure, je remontais jusqu'à Bernard Cazeneuve, mais en fait, j'aurais dû remonter jusqu'à Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Qui a mis en place beaucoup de choses sur le fait de beaucoup utiliser, qui a mis en place la culture du chiffre aussi, la politique du chiffre, mais en fait ça même des policiers trouvent qu'ils font que ça y a une perte de sens énorme dans le boulot, où on va les envoyer sur des trucs qui ne servent strictement à rien, et par contre ils auront moins de moyens pour faire des enquêtes au long cours parce que en fait ça fait pas de chiffres, donc il vaut mieux faire plein de petites interpellations qui servent pas à grand chose. Et la difficulté c'est que du coup qui reste policier dans ces conditions-là. Quel type de profil on attire avec un métier où il apparaît de plus en plus violent et par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sens dans les missions qui sont données. Ouais. Du coup, je me permets quand même de reposer la question, la loi immigration. On est obligé un petit peu de recouper par l'actualité. Elle a largement émaillé ces dernières semaines notre actualité. En plus, on parlait des migrants aussi. Je suppose que ça va pas arranger les choses. Disons qu'elle se passe c'est une espèce d'accélérateur énorme de répression, de politique de dissuasion sur la question des migrations. Parce que maintenant, le policier qui se permettait de briser ou de mettre en feu une tente des gens à Calais, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont aller plus loin encore. Sur les violences policières, je pense que ça va forcément changer grand-chose, parce que ça existait déjà. Mais Non, à mon avis, ça va plus être éventuellement en sens inverse sur la question de si on a été condamné, si on est né en France mais qu'on a été condamné et que nos parents sont étrangers, on peut ne pas avoir la nationalité française. Donc, à mon avis, je pense pas que ça change fondamentalement sur la question des violences policières. Malheureusement, je crains que dans le débat public aujourd'hui, on ait atteint un niveau de stigmatisation des personnes étrangères qui fait que de toute façon les forces de l'ordre se sentaient déjà très libres de les frapper. Et par ailleurs, c'est aussi, c'est pas ce qu'on leur demande clairement, mais le fait d'empêcher des points d'installation à Calais, de déplacer les gens tous les 2 jours, c'est une politique de dissuasion. C'est hyper violent et c'est une politique de dissuasion. Donc je pense pas que sur la question des violences policières, ça change grand-chose. Sur tout le reste, ça va changer beaucoup. Après, j'ai pas lu l'intégralité du texte de loi avant de venir, donc je peux pas vous dire. Alors, pour finir cet entretien, j'ai envie de te poser cette dernière question. Ton livre, résonne beaucoup avec la récente BD d'Anna Piche, qu'on a d'ailleurs reçue sur ce plateau et qui traite aussi justement des injustices, mais sous toutes ses formes, quant à elle, les différentes injustices selon quel profil social elle cible. Donc ça peut être des injustices racistes, à caractère raciste, sexiste, répression politique et syndicale, mépris de classe. Ça se recoupe un petit peu avec cette BD. Le sujet ça résonne tellement qu'il y a des illustrations d'Anna Piche dans mon livre, donc oui, on se connaît un peu. Et effectivement, c'est vraiment croisé, c'est-à-dire qu'elle assiste à des procès de comparution immédiate où la justice va très vite et extrêmement sévère. Et moi, je suis des dossiers où les mises en cause sont des policiers, de violences policières, où c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps et que la justice est particulièrement clémente. Donc voilà, effectivement, la justice, il y a des choix politiques dans la justice. Si on décide qu'il faut être très sévère avec certains et pas avec d'autres, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, on le voit... Quand il y a eu les émeutes après la mort de Nahel, il y a eu énormément de condamnations très sévères. Comparution immédiate aussi, d'ailleurs. En comparution immédiate. J'attends de voir ce qui va se passer pour le policier qui a tiré sur Nahel. Mais il y a des chances que ce soit beaucoup plus clément. Il y a très, très, très peu de policiers qui vont en prison, qui font de la prison ferme. En général, c'est du sursis. Alors, je ne suis pas hyper favorable à la prison de manière générale, mais quand on voit
qu'en comparution immédiate, pour de simples vols, il y a des gamins qui ont été envoyés en prison directement avec un mandat de dépôt. Ça interroge sur l'échelle de valeur. Ouais. Et je parle de ce qui va arriver après, au policier qui a tiré sur Nel, parce que à chaque fois, il y a un scandale à un moment, et ensuite ça disparaît. Il n'y a pas eu de procès pour les policiers qui ont tabassé Michel Zecler, alors qu'on en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Il n'y a pas eu de procès pour Zineb Redouane. Il y a l'affaire Eddy aussi. Pardon ? L'affaire Eddy aussi. Alors Eddy, c'est plus récent, mais si je reprends un des cas qui ont plusieurs années, Michel Zecler, Zineb Redouane, Cédric Chouviat. Cédric Chouviat, c'était plusieurs mois avant George Floyd. Derek Chauvin aux États-Unis, il a été condamné, il est en prison. Cédric Chouviat, la famille s'est battue pour obtenir une reconstitution. C'est encore en cours d'instruction. C'était plusieurs mois avant. Donc on verra comment ça se passe. Mais voilà, il faut s'intéresser à ce qui se passe après les images parce que ces affaires durent extrêmement longtemps. Ouais, et puis en plus, entre-temps, l'opinion publique les oublie. Donc, exactement. Du coup, parce que c'est vrai que des fois, il peut y avoir, par exemple, on peut se demander si, par exemple, l'incarcération, la mise en détention provisoire de l'assassin de Naël n'était pas aussi communicationnelle, parce que ça s'est tout de suite emballé socialement, et les émeutes et tout. Peut-être le gouvernement en tout cas le gouvernement, les institutions judiciaires et policières ont peut-être consenti. Non, c'est une détention préventive qui a été décidée par des magistrats et qui est hyper compréhensible. C'est-à-dire qu'il y avait eu un compte-rendu d'intervention qui était mensonger. Donc on imagine bien qu'un magistrat qui enquête à ce moment-là, mais le policier... À la place de ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas forcément comment ça se passe. Parce que des fois, il ne peut pas y avoir aussi du politique dans la décision. Non, pas sur une décision de magistrat, mais il peut y avoir une pression sur un magistrat peut être sous pression à cause de l'opinion générale, mais là, je pense il faut quand même être réaliste que ça a été difficile pour les magistrats de mettre ce policier en détention provisoire parce que, alors certes, il y avait les émeutes, mais à côté de ça, il y avait un très fort soutien aux policiers, une cagnotte qui a atteint, je ne sais pas, $1 million. Plus d'1 million d'euros. Donc je pense que ce n'était pas forcément facile de le mettre en détention provisoire, que c'était une décision qui juridiquement était hyper normale parce qu'il y avait un risque de concertation qui était très fort et qu'il y avait déjà eu un mensonge, donc c'était normal d'isoler le mis en cause. Donc pour ça, je ne pense pas du tout qu'il y ait eu une pression politique. Je pense que les magistrats ont fait leur travail. Ensuite, je pense que pour des magistrats, c'est extrêmement difficile de bosser sur ces dossiers quand il y a du bruit médiatique, mais aussi quand les pouvoirs publics se prononcent, parce que forcément, ils sont un peu sous pression. Si le président a déjà pris la parole sur tel ou tel dossier, si le procureur s'est déjà répandu dans les médias, c'est plus compliqué. Il y a des avocats de policiers qui ne vont pas hésiter à s'en prendre à un juge d'instruction parce qu'il va vraiment enquêter sur un dossier de violence policière, à s'en prendre publiquement à un juge d'instruction. Donc c'est des dossiers qui sont difficiles à manier. Et ça, effectivement, ça peut créer une réticence. Mais en tout cas, sur la question de la détention provisoire dans l'affaire Naël, elle me paraît juridiquement très carrée, quoi. Merci beaucoup Anne-Sophie. Mais je vous en prie. Anne-Sophie Saint-Père, je rappelle, tu es auteur de Police partout, Justice nulle part, paru aux éditions Massot. Merci d'avoir accepté cet entretien et d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Quant à vous, cet entretien est terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous le savez, nous continuons avec vous la bataille pour nous permettre de diffuser sur l'ensemble des box et télé connectées, comme l'agrément de l'Arcom nous l'autorise. Mais certains opérateurs privés nous barrent encore la route. C'est pourquoi nous sommes toujours en campagne de dons. Le but, développer la chaîne télé Le Média. Cela implique la création de nouvelles émissions, de développer le reportage et l'enquête. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien pour booster notre cagnotte de fin d'année. Objectif, 100 000 € avant le 31 décembre. Et n'oubliez pas que vos dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Vous pouvez aussi vous abonner à partir de 5 € par mois ou faire des dons mensualisés, eux aussi défiscalisés. Merci encore pour votre soutien et de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur les antennes du Média.